Dès que mes parents ont appris que mon bébé était né, ils se sont précipités dans la chambre pour le voir. C'est à ce moment-là que ma sœur a supplié de prendre le bébé dans ses bras. Alors que l'infirmière refusait parce que le bébé avait besoin de se reposer, elle n'a pas écouté et mes parents ont crié « Ta sœur n'a pas d'enfant. Laisse-la prendre le bébé. Ne fais pas de drame. » Alors qu'elle tenait le bébé, elle a commencé à perdre la tête, disant « Je n'accepte pas ce bébé. » Mes parents non plus. « Comment peux-tu avoir un bébé avant moi ?» Et c'est là qu'elle a jeté le bébé avec colère. Mes parents sont restés là à réconforter ma sœur. « Ne t'inquiète pas, nous pensons que le bébé est parti maintenant. Tu pourras avoir le prochain. » Je ne pouvais pas me tenir debout à cause de la douleur. Le médecin, qui était à l'extérieur, a vu ce qui se passait. Il est entré en courant. Ce dont il a été témoin l'a poussé à appeler la police immédiatement. C'est à ce moment-là qu'ils ont su qu'ils avaient gravement tout gâché. Je m'appelle Sarah et voici l'histoire du jour qui a changé ma vie pour toujours. Le jour où mon fils est né et le jour où j'ai découvert qui était vraiment ma famille. En grandissant, j'ai toujours su que ma sœur Jessica était l'enfant préféré. Elle avait 3 ans de plus que moi. Et dès l'instant où j'ai pu comprendre les mots, j'ai su que tout tournait autour d'elle. Quand Jessica voulait quelque chose, elle l'obtenait. Quand Jessica passait une mauvaise journée, toute la maison devait s'adapter à son humeur. Quand Jessica a décidé qu'elle voulait aller en faculté de droit, mon fonds d'études universitaires a mystérieusement disparu pour payer ses dépenses. On m'a dit que je pouvais me débrouiller avec des prêts étudiants. Mes parents, Linda et Robert Mitchell, ont clairement indiqué dès le début que Jessica était leur priorité. Elle était leur premier enfant, leur bébé miracle, comme ils l'appelaient, né après des années d'essai. Je suis arrivée comme ce qu'ils ont qualifié d'heureux accident, bien que le bonheur semblait discutable la plupart du temps. Jessica avait leurs yeux, leur ambition, leur approbation. Au mieux, j'avais leur tolérance. Ce schéma s'est poursuivi dans nos vies d'adultes. Lorsque Jessica s'est fiancée à son petit ami de l'université, Marcus, ce fut une célébration qui a duré des mois. Le mariage a coûté plus cher que la plupart des maisons. Lorsque je me suis fiancée à mon petit ami, Tom, 2 ans plus tard, la réponse a été des félicitations tièdes et des inquiétudes immédiates concernant le budget. Nous avons fini par avoir une petite cérémonie dans le jardin de mes beaux-parents. Mais malgré tout cela, je pensais que les choses pourraient changer lorsque je suis tombée enceinte. J'avais 32 ans, j'étais mariée à un homme merveilleux qui travaillait comme ingénieur, et nous essayions depuis plus d'1 an. Quand j'ai finalement obtenu ces 2 lignes roses, j'étais aux anges. Tom et moi parlions d'enfants depuis notre 2e rendez-vous, et nous voulions tous les 2 une grande famille. Jessica, quant à elle, essayait de tomber enceinte depuis 3 ans. Elle et Marcus avaient consulté des spécialistes de la fertilité, essayé différents traitements et dépensé des milliers de dollars sans succès. Je savais que c'était un sujet sensible, alors quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis tourmentée sur la façon de le lui annoncer. J'ai attendu d'être à 12 semaines et d'avoir entendu les battements de cœur avant de dire quoi que ce soit à ma famille. La réaction n'a pas été celle que j'espérais. Mes parents m'ont poliment félicité, mais je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux. Ils n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil à Jessica, qui était devenue complètement silencieuse lorsque j'ai fait l'annonce lors du dîner du dimanche. Elle s'est excusée de table et n'est pas revenue. Mes parents ont passé le reste de la soirée à parler à voix basse de la difficulté que cela devait être pour Jessica. Au cours des mois suivants, le comportement de Jessica est devenu de plus en plus erratique. Elle faisait des commentaires sur le fait que certaines personnes obtenaient tout sans effort, que certaines personnes ne méritaient pas ce qu'elles avaient. Elle a commencé à éviter les réunions de famille si elle savait que j'y serais. Quand elle se montrait, elle faisait des remarques pointues sur ma grossesse, me demandant si j'étais sûre d'être prête à être mère ou commentant à quel point les bébés coûtaient cher. Mes parents ont cautionné tout cela. Quand Jessica faisait des commentaires cruels, ils les rejetaient en disant qu'elle était émotive à cause de ses propres luttes. Quand elle a refusé d'assister à ma baby shower, ils lui ont trouvé des excuses et m'ont demandé si je pouvais comprendre son point de vue. Quand elle a exigé que je ne poste aucune photo de grossesse sur les réseaux sociaux parce qu'elle la perturbait, mes parents ont fait pression sur moi pour que j'obtempère.
Mais j'étais déterminée à ne pas laisser leur dysfonctionnement gâcher cette expérience pour moi. Tom et moi avons préparé l'arrivée de notre fils avec joie et excitation. Nous avons peint la chambre du bébé, assemblé le berceau et choisi le nom d'Ethan Thomas Morrison. Je le sentais donner des coups de pied et bouger, et malgré la froideur de ma famille, j'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais été. L'accouchement a été long et difficile. J'ai été en travail actif pendant 18 heures. Et finalement, le 15 octobre à 3h42 du matin, Ethan a fait son entrée dans le monde. Il était parfait, pesant 3,2 kg, avec une chevelure noire et les plus petits doigts que j'ai jamais vus. Tom pleurait en le tenant pour la première fois, et j'avais l'impression que mon cœur allait éclater d'amour. Les premières heures ont été un pur bonheur. Il n'y avait que Tom, Ethan et moi dans notre petite bulle. Les infirmières étaient incroyables, m'aidant à allaiter et s'assurant que nous étions tous les deux à l'aise. Ethan dormait la plupart du temps, comme le font les nouveau-nés, ouvrant parfois les yeux et faisant ces petits bruits de nouveau-né qui faisaient fondre mon cœur. J'avais envoyé un texto à mes parents au début du travail, leur demandant d'attendre plus tard dans la journée avant de venir pour que je puisse récupérer et créer des liens avec le bébé. Mais vers 8 heures du matin, j'ai entendu des voix familières dans le couloir se disputer avec le personnel. Et puis mes parents ont forcé la porte qu'une infirmière avait laissée entr'ouverte. « Où est notre petit-fils » a annoncé ma mère comme si elle entrait chez elle. Derrière elle venait mon père, et traînant derrière eux deux, il y avait Jessica. Mon estomac s'est immédiatement noué. J'avais espéré qu'elle choisirait de ne pas venir, étant donné son comportement tout au long de ma grossesse. « Il dort », dis-je doucement, en désignant le berceau à côté de mon lit. L'infirmière a dit qu'il devait se reposer après une si longue nuit. Mais ma mère se dirigeait déjà vers le berceau. « Oh, regarde-le. Robert, viens voir comme il est petit. » Mon père l'a rejointe et ils ont tous les deux commencé à roucouler devant Ethan. J'ai regardé Jessica rester en retrait près de la porte, son visage impénétrable. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être le voir adoucirait quelque chose en elle, peut-être éveillerait une sorte d'instinct de tante. « Il est magnifique, Sarah », a dit mon père, et j'ai senti une petite lueur d'espoir que peut-être cela pourrait nous rapprocher. C'est alors que Jessica s'est avancée. « Je veux le tenir », a-t-elle annoncé. L'infirmière, Kelly, qui vérifiait mes constantes, a levé les yeux. En fait, il a vraiment besoin de se reposer pour le moment. Il a eu une grosse journée en naissant, et le contact peau à peau avec sa maman est très important dans ses premières heures. Le visage de Jessica s'est assombri. J'ai dit, je veux le tenir. Jessica, ai-je commencé, mais ma mère m'a interrompu. Ta sœur n'a pas d'enfant, Sarah. Laisse-la prendre le bébé. Ne sois pas si dramatique. Je ne fais pas de drame, ai-je protesté faiblement. J'étais épuisée, endolorie et pas en état de discuter. L'infirmière vient de dire. L'infirmière travaille pour nous, a interjeté mon père. C'est nous qui payons les factures ici. Kelly avait l'air mal à l'aise, mais a tenu bon. Je comprends que tout le monde soit excité, mais les protocoles médicaux sont en place pour le bien-être du bébé. Peut-être dans un petit moment. Mais Jessica s'était déjà déplacée vers le berceau et tendait la main vers Ethan. Je n'ai pas besoin de permission pour tenir mon neveu. En le soulevant, Ethan a sursauté et a commencé à pleurer. Le son m'a transpercé, cette réponse primale que chaque nouvelle mère a à la détresse de son bébé. Jessica, s'il te plaît, sois prudente, dis-je en essayant de me redresser dans le lit, mais en grimaçant de douleur. C'est là que tout a terriblement mal tourné. Jessica tenait Ethan maladroitement, ne soutenant pas correctement sa tête, et il pleurait plus fort. Au lieu d'essayer de le calmer ou de me le rendre, elle a commencé à le secouer légèrement, comme si elle pouvait le faire cesser de pleurer par la force. « Jessica, tu ne le tiens pas bien », a dit Tom d'un ton pressant, se dirigeant vers elle. Mais Jessica s'est reculée, serrant Ethan plus fort. « Je sais comment tenir un bébé », a-t-elle lancé sèchement. Et puis elle a commencé à parler presque pour elle-même, d'une voix qui devenait de plus en plus forte et agitée. « Je n'accepte pas ce bébé. Mes parents non plus. Comment peux-tu avoir un bébé avant moi? Ce n'est pas juste.
Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Jessica, tu lui fais peur, ai-je plaidé. J'essayais de sortir du lit, mais la douleur de l'accouchement était trop intense. Mais Jessica n'écoutait pas. Son visage était rouge de fureur et elle respirait lourdement. Tu as toujours tout. Tu as toujours ce qui devrait être à moi. Ce bébé devrait être à moi. Kelly avait appuyé sur le bouton d'appel et parlait d'urgence dans sa radio, demandant une assistance immédiate. Mes parents, au lieu d'essayer d'aider, étaient entièrement concentrés sur Jessica. Chérie, calme-toi, a dit ma mère d'une voix apaisante, comme si un nouveau-né en pleurs n'était pas manipulé brutalement par quelqu'un en pleine crise de nerfs. Elle a raison d'être contrariée, a ajouté mon père. Ça doit être dur pour elle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon fils était en détresse, tenu par quelqu'un qui n'était clairement pas stable, et mes parents la réconfortaient. C'est là que Jessica a complètement perdu les pédales. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas de la voir avoir tout ce que je veux. Et dans un moment que je rejouerai dans mon esprit pour le reste de ma vie, elle a ramené ses bras en arrière et a jeté mon fils de 3 heures. Le temps a ralenti. J'ai regardé mon bébé voler dans les airs, son petit corps impuissant, ses cris perçant tout le reste. Tom s'était lancé en avant, essayant de le rattraper, mais Jessica l'avait jeté vers le mur à côté de la fenêtre. Ethan a heurté le mur avec un bruit sourd et écœurant et est tombé au sol. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant un horrible instant, personne n'a bougé. Mon bébé était allongé sur le sol, complètement immobile, et je ne pouvais pas dire s'il respirait. Puis j'ai commencé à hurler. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, mais je hurlais et j'essayais de sortir du lit, tirant sur ma perfusion, ne me souciant de rien d'autre que d'atteindre mon fils. Tom s'était agenouillé à côté d'Ethan, le vérifiant doucement pour des signes de vie. Il respire, a-t-il dit, la voix tremblante. Il respire, mais nous avons besoin d'aide maintenant. C'est là que mes parents ont montré leur vrai visage. Au lieu de se précipiter pour aider leur petit-fils, au lieu d'appeler à l'aide médicale, au lieu de faire quoi que ce soit d'utile, ils sont tous les deux allés immédiatement réconforter Jessica. « Oh, ma chérie, ce n'est rien », disait ma mère, enlaçant Jessica dans ses bras alors que ma sœur sanglotait. « Ne t'en fais pas. Nous pensons que le bébé est probablement parti de toute façon, » a ajouté mon père en tapotant l'épaule de Jessica. « Tu pourras avoir le prochain. » C'était probablement pour le mieux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il pensait que mon fils était mort et il disait à ma sœur qu'elle pourrait avoir le prochain, comme si mes enfants étaient des objets à distribuer entre leurs filles selon leurs préférences. J'avais trop mal pour me lever, mais j'essayais de ramper hors du lit pour atteindre Ethan quand la porte s'est ouverte brusquement. Le docteur Martinez, qui avait accouché Ethan quelques heures plus tôt, est entré en courant après avoir entendu l'agitation dans le couloir. Ce qu'il a vu l'a glacé sur place, un nouveau-né par terre, une mère essayant de ramper hors de son lit d'hôpital, un père agenouillé à côté d'un nourrisson blessé, et une famille réconfortant la personne qui venait de jeter un bébé contre un mur. Le docteur Martinez n'a pas hésité. Il s'est immédiatement agenouillé à côté de Tom et a commencé à examiner Ethan tout en appelant l'équipe de l'unité de soins intensifs néonatales. Puis il a regardé autour de la pièce, observant la scène, et j'ai vu son visage se durcir. « Que s'est-il passé ici ?» a-t-il demandé. « C'était un accident », a dit Jessica rapidement, la voix aiguë et paniquée. Je le tenais, et j'ai glissé. Mais le docteur Martinez avait vu trop de choses dans sa carrière pour être dupe. La trajectoire de l'endroit où Ethan avait atterri, la posture défensive de mes parents, la façon dont je hurlais et essayais d'atteindre mon bébé, rien de tout cela ne correspondait à l'histoire de Jessica. Tout le monde sauf les parents doit quitter cette pièce maintenant, a ordonné le docteur Martinez à la sécurité. Attendez une minute, a commencé mon père. Nous sommes les grands-parents. Nous avons le droit. Vous avez le droit de partir immédiatement avant que je ne vous fasse expulser de force, l'a coupé le docteur Martinez. 2 agents de sécurité étaient apparus dans l'embrasure de la porte. Vous tous, dehors, maintenant. Alors qu'il escortait ma famille hors de la pièce, le docteur Martinez parlait doucement dans son téléphone. Je l'ai entendu dire, police et services de protection de l'enfance,
et mon cœur s'est serré encore plus. Allais-je perdre mon fils à cause de ce que ma sœur avait fait? Les heures qui ont suivi ont été un cauchemar. Ethan a été transporté d'urgence à l'USIN pour une évaluation complète. Il avait une commotion cérébrale et quelques contusions, mais par ce qui ne peut être décrit que comme un miracle, il n'y avait pas de fracture du crâne ni de dommages permanents. Les médecins ont expliqué que bien que les nouveau-nés soient en fait plus vulnérables aux blessures à la tête que les enfants plus âgés, l'angle et la surface spécifique qui l'a heurté, combinés à une intervention médicale immédiate, avaient empêché un traumatisme plus grave. Pendant qu'Ethan était examiné, la police est arrivée pour prendre les dépositions. L'agente Patricia Davis s'est assise avec Tom et moi pendant que je lui racontais tout ce qui s'était passé. J'étais encore sous le choc, encore en train de réaliser que ma propre sœur avait jeté mon nouveau-né et que mes parents l'avaient réconforté au lieu d'aider leur petit-fils. Il s'agit clairement d'un cas de mise en danger d'enfant, m'a dit l'agente Davis. Votre sœur sera arrêtée et des accusations seront portées. Je veux que vous compreniez qu'il y aura un procès et que vous devrez témoigner de ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête, engourdi. Une partie de moi ne pouvait pas croire que c'était réel. Quelques heures auparavant, je tenais mon fils parfait, planifiant notre vie ensemble. Maintenant, il était à l'USIN parce que ma sœur l'avait violemment jeté contre un mur. Et mes parents, ai-je demandé. Ils lui ont dit que le bébé était probablement parti et qu'elle pourrait avoir le prochain. L'expression de l'agente Davis s'est assombrie. Cette déclaration sera certainement incluse dans le rapport. Bien que nous ne puissions peut-être pas les inculper pénalement pour leurs paroles, cela sera certainement pertinent pour toute enquête des services de protection de l'enfance. Jessica a été arrêtée ce soir-là alors qu'elle tentait de quitter l'hôpital. J'ai appris plus tard qu'elle était à la cafétéria avec mes parents, en train de planifier l'histoire qu'ils raconteraient aux gens sur ce qui s'était passé. Elle a été accusée de mise en danger d'enfant aggravée, d'agression et de mise en danger imprudente d'un mineur. Mes parents ont été longuement interrogés. Bien qu'ils n'aient pas été inculpés pénalement, leur déclaration à la police était accablante. Ils ont admis avoir vu Jessica jeter Ethan, admis avoir fait les commentaires sur le fait qu'il était parti et que Jessica aurait le prochain, et admis avoir donné la priorité au réconfort de Jessica plutôt qu'à l'aide médicale pour leur petit-fils blessé. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête, mais après nous avoir longuement interrogés, Tom et moi, et avoir vu notre environnement familial, ils ont déterminé qu'Ethan serait en sécurité avec nous. L'assistante sociale, Madame Patricia Chen, nous a dit qu'en 15 ans de carrière, elle n'avait jamais vu de grands-parents réagir comme les miens à la blessure de leur petit enfant. Cependant, elle a expliqué que les SPE surveilleraient la situation et que mes parents devraient suivre des cours de parentalité et subir une évaluation psychologique avant que tout contact non supervisé avec Ethan puisse être envisagé à l'avenir. Ethan est rentré à la maison 5 jours plus tard, en bonne santé et alerte, sans séquelles durables de son épreuve. En le tenant dans notre propre maison, en le voyant dormir paisiblement dans son berceau, j'ai ressenti un mélange d'amour écrasant et de fureur protectrice que je ne savais pas possible. Le procès de Jessica a commencé 3 mois plus tard. Tom et moi avons témoigné sur ce qui s'était passé ce jour-là, et notre témoignage a été soutenu par plusieurs membres du personnel de l'hôpital qui avaient été témoins de diverses parties de l'incident. Kelly, l'infirmière, a témoigné sur la façon dont Jessica avait refusé d'écouter les conseils médicaux pour tenir Ethan. Le docteur Martinez a témoigné sur la scène dans laquelle il était entré, et les agents de sécurité ont témoigné sur le comportement de mes parents après l'incident. Mais ce sont le rapport d'incident de l'hôpital et les témoignages qui ont scellé le sort de Jessica. Plusieurs membres du personnel avaient été témoins de diverses parties de l'incident, et leur récit cohérent ne laissait aucune place au doute sur ce qui s'était passé. L'avocat de Jessica a tenté de faire valoir qu'elle souffrait de détresse psychologique en raison de ses problèmes d'infertilité et qu'elle n'avait pas toute sa tête. Bien que le juge ait reconnu que l'infertilité peut causer des difficultés émotionnelles, il a clairement indiqué que rien ne justifiait de jeter un nouveau-né. L'accusé a fait le choix conscient de nuire à un enfant innocent, a déclaré le juge William Harrison lors du prononcé de la peine. Jessica a été condamnée à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Elle a également reçu l'ordre de subir une évaluation et un traitement psychologique et de n'avoir aucun contact avec Ethan ou notre famille pendant 5 ans après sa libération.
Mes parents n'ont pas été inculpés pénalement, mais l'enquête des SPE a abouti à la mise en place de plans de sécurité. Ils devraient suivre des cours de parentalité et une thérapie psychologique avant de pouvoir avoir un contact non supervisé avec Ethan. L'affaire resterait ouverte et serait réexaminée chaque année, mais honnêtement, je ne voulais pas qu'ils aient un droit de visite. Les personnes qui pouvaient regarder leur petit-fils être jeté contre un mur et réconforter la personne qui l'avait jeté n'étaient pas des personnes que je voulais dans la vie de mon fils. Les semaines qui ont suivi la sortie d'Ethan de l'USIN ont été un tourbillon de rendez-vous médicaux, de consultations juridiques et de nuits blanches. Chaque fois que je regardais mon fils, je ressentais un mélange d'amour écrasant et de terreur résiduelle. Les médecins nous avaient assuré qu'il allait parfaitement bien, mais je me surprenais à le surveiller constamment, à l'affût de signes que quelque chose n'allait pas. Tom a pris un congé prolongé du travail pour m'aider à tout gérer et à assister aux diverses réunions que nous avions avec les avocats et les assistants sociaux. Il a été incroyable pendant cette période, s'occupant de tous les détails pratiques pendant que je me concentrais sur le lien avec Ethan et tentais de guérir émotionnellement. Mais je pouvais aussi voir la tension sur lui. Il regardait parfois dans le vide avec un air d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas tout à fait accepter que ce qui s'était passé était réel. Le plus difficile n'était même pas de faire face au système judiciaire ou aux suivis médicaux. C'était le silence complet de ma famille. Après l'arrestation de Jessica, mes parents avaient essayé de m'appeler plusieurs fois, mais quand je ne répondais pas, ils ont cessé d'essayer. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient dit dans cette chambre d'hôpital. Aucune expression d'inquiétude pour le bien-être d'Ethan. C'était comme s'ils nous avaient complètement rayés de leur vie dès qu'ils avaient réalisé qu'il y aurait des conséquences à leurs actions. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où, tout au long de ma vie, ils avaient choisi Jessica à ma place. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de favoritisme ou d'attention. Il s'agissait de la sécurité de leur petit-fils. Le fait qu'ils aient pu donner la priorité à l'état émotionnel de Jessica plutôt qu'au bien-être physique d'Ethan m'a révélé quelque chose sur leur caractère que je ne pouvais ni ignorer ni rationaliser. Environ un mois après l'incident, mon amie d'enfance Amanda m'a contactée. Elle avait entendu par des connaissances communes ce qui s'était passé et elle était horrifiée. Amanda avait grandi en voyant comment mes parents me traitaient par rapport à Jessica et elle a dit qu'elle n'était pas entièrement surprise par leur réaction, ce qui rendait les choses encore pires. Je me souviens quand nous étions au lycée, m'a-t-elle dit lors d'une de nos longues conversations téléphoniques, et que Jessica a accidenté ta voiture après l'avoir prise sans permission. Tes parents étaient plus préoccupés par son embarras que par le fait qu'elle aurait pu tuer quelqu'un. Ils t'ont fait payer les réparations avec l'argent de ton travail. J'avais oublié cet incident, mais Amanda avait raison. Il y avait eu un schéma tout au long de nos vies où les mauvais choix de Jessica étaient minimisés tandis que l'on attendait de moi que je sois compréhensive et accommodante. Mais d'une manière ou d'une autre, je m'étais convaincue que devenir grand-parent pourrait les changer, pourrait éveiller un instinct de protection qui mettrait les besoins d'un enfant au premier plan. Les procédures judiciaires ont été épuisantes sur le plan émotionnel. J'ai dû revivre cette horrible journée plusieurs fois. D'abord pour le rapport de police, puis pour le bureau du procureur, puis lors des dépositions, et enfin pendant le procès lui-même. Chaque fois que je racontais l'histoire, je ressentais la même montée de panique et de rage, me souvenant de mon impuissance en regardant mon fils voler dans les airs. L'équipe de défense de Jessica a essayé plusieurs stratégies différentes. D'abord, ils ont prétendu que c'était un accident, qu'elle avait glissé en tenant Ethan, mais les images de sécurité de l'hôpital rendaient cet argument impossible. Ensuite, ils ont tenté la défense de la santé mentale, faisant venir des experts pour parler des effets psychologiques de l'infertilité et de la façon dont cela pouvait entraîner des ruptures temporaires avec la réalité. J'ai en fait ressenti une certaine sympathie pour cet argument. Je savais que Jessica luttait contre l'infertilité, et je pouvais imaginer à quel point il avait dû être douloureux de me voir tomber enceinte si facilement alors qu'elle essayait depuis des années. Mais la sympathie pour sa douleur n'excusait pas ce qu'elle avait fait à un bébé innocent, et cela n'excusait certainement pas la réaction de mes parents. L'accusation était minutieuse et professionnelle. La procureure du district, Margaret Walsh, a assigné son meilleur procureur, James Shen, à l'affaire, et il a guidé le jury non seulement sur ce que Jessica avait fait, mais aussi sur le contexte de ce qui s'est passé ensuite. Il leur a montré les images de sécurité,
a fait écouter les enregistrements audio des appels au 911 et a fait venir des experts pour expliquer la gravité potentielle des blessures d'Ethan. Mais c'est le témoignage du docteur Martinez qui a vraiment semblé avoir un impact sur le jury. Il travaillait en obstétrique depuis plus de 20 ans, et il a témoigné que pendant tout ce temps, il n'avait jamais vu des membres de la famille réagir à la blessure d'un nouveau-né comme mes parents l'avaient fait. D'après mon expérience, a-t-il dit, quand un bébé est blessé, tout le monde dans la pièce se concentre immédiatement sur l'aide à cet enfant. Les grands-parents sont généralement les plus protecteurs, les plus concernés. Les voir plutôt réconforter la personne qui avait blessé le bébé pendant que l'enfant gisait blessé sur le sol était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pendant le procès, j'ai appris des choses sur le comportement de Jessica avant la naissance d'Ethan que je ne savais pas. Plusieurs témoins ont parlé des commentaires qu'elle avait faits sur ma grossesse. Sa collègue a témoigné que Jessica avait dit qu'elle ne supportait pas que je sois enceinte et que ce n'était pas juste que j'ai un bébé en premier. Un ami de la famille a témoigné que Jessica avait dit lors d'un dîner qu'elle espérait que quelque chose se passerait mal avec ma grossesse pour que je comprenne ce que ça faisait de perdre quelque chose que l'on voulait. Mes parents, quant à eux, semblaient entièrement concentrés sur la minimisation des conséquences pour Jessica. Ils lui ont engagé un avocat coûteux, ont créé un fonds de défense juridique et ont même donné des interviews aux journalistes locaux en prétendant que je surréagissais et que les familles devaient rester unies dans les moments difficiles. Les voir au journal du soir parler de la façon dont Jessica était la vraie victime dans cette situation était surréaliste. Ils n'ont jamais, dans aucune déclaration publique ou document juridique, exprimé leur inquiétude pour le bien-être d'Ethan ou reconnu qu'il avait été gravement blessé. C'était comme s'il n'existait pas pour eux, comme si la seule tragédie était que Jessica subissait les conséquences de ses actes. Le procès a duré 3 semaines, et pendant ce temps, Tom et moi avons reçu des centaines de messages de personnes qui avaient suivi l'affaire dans les nouvelles. La plupart étaient des messages de soutien, exprimant leur choc face à ce qui s'était passé et leur admiration pour la façon dont nous avions géré la situation. Mais certains étaient critiques, faisant écho au sentiment de mes parents que les familles devraient pardonner et oublier, que Jessica traversait une période difficile et méritait de la compassion. Ces messages étaient presque aussi difficiles à lire que les messages de soutien, car ils me rappelaient qu'il y avait des gens dans le monde qui donneraient la priorité au sentiment d'un adulte plutôt qu'à la sécurité d'un enfant. Cela m'a fait comprendre que ce qui s'était passé dans cette chambre d'hôpital n'était pas seulement lié à ma dynamique familiale spécifique. C'était un échec plus large de la protection des enfants qui existait dans la société. Quand le verdict est tombé, coupable de toutes les accusations, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, le soulagement qu'il y ait des conséquences pour ce que Jessica avait fait, la tristesse que l'on en soit arrivé là, et un chagrin profond et immense pour la famille que je pensais avoir, mais qui n'avait apparemment jamais vraiment existé. L'audience de détermination de la peine de Jessica était prévue 2 semaines après le verdict. Le juge a autorisé les déclarations d'impact de la victime, et j'ai passé des jours à écrire et réécrire la mienne. Comment résumer l'impact de voir sa sœur jeter son nouveau-né ? Comment expliquer le traumatisme de réaliser que ses parents se soucient plus de protéger leur enfant préféré que de la vie de leur petit-fils ? Finalement, j'ai fait simple. J'ai parlé de la façon dont devenir mère avait éveillé en moi un instinct de protection féroce, et comment je ne pouvais pas comprendre que ce même instinct ne se soit pas éveillé chez Jessica quand elle tenait Ethan, ou chez mes parents quand ils l'ont vu se faire blesser. J'ai dit que je passerais le reste de ma vie à m'assurer qu'Ethan soit entouré de personnes qui le protégeraient plutôt que de personnes qui le sacrifieraient pour le confort émotionnel de quelqu'un d'autre. J'ai aussi parlé de pardon, parce que je savais que les gens s'attendaient à ce que je le fasse. J'ai dit que je pardonnais à Jessica son moment de violence parce que je croyais qu'elle avait été consumée par la douleur et la jalousie qui avaient temporairement submergé sa pensée rationnelle. Mais j'ai dit que le pardon ne signifiait pas qu'il ne devait pas y avoir de conséquences. Et cela ne signifiait pas que je devais mettre mon fils en danger en maintenant une relation avec quelqu'un qui avait prouvé qu'elle pouvait être dangereuse lorsqu'elle était contrariée. Quant à mes parents, j'ai dit que ce qu'ils avaient fait était à certains égards pire que ce que Jessica avait fait, parce que c'était calculé plutôt qu'impulsif. Ils avaient eu le temps de réfléchir, le temps de choisir entre réconforter quelqu'un qui venait de blesser leur petit-fils ou aider leur petit-fils. Et ils avaient fait leur choix clairement. L'avocat de Jessica lui a fait faire une déclaration également, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais.
Elle a parlé de ses luttes contre l'infertilité, de la façon dont le fait de me voir enceinte avait déclenché des sentiments qu'elle ne savait pas gérer, de la façon dont elle n'avait jamais eu l'intention de blesser Ethan et regretterait ses actes pour le reste de sa vie. Mais ce qu'elle n'a pas fait, c'est prendre l'entière responsabilité. Elle n'arrêtait pas de qualifier ce qui s'était passé de « moment de mauvais jugement » plutôt que d'une agression violente contre un nouveau-né. Elle a parlé de la façon dont toute la famille avait été déchirée par l'incident, comme si nous avions tous été également victimes de son choix de jeter un bébé contre un mur. Le juge Harrison n'a pas été dupe. Lors de ses remarques sur la peine, il a clairement indiqué qu'il comprenait la différence entre expliquer les actions de Jessica et les excuser. Le tribunal reconnaît que l'infertilité peut causer une détresse émotionnelle importante, a-t-il dit. Mais des millions de personnes luttent contre l'infertilité sans recourir à la violence contre les enfants. L'accusée a fait le choix conscient de nuire à un bébé innocent, et le fait qu'elle continue de minimiser ce choix suggère qu'elle n'a pas pleinement accepté la responsabilité de ses actes. La peine de 3 ans m'a semblé appropriée. C'était assez long pour refléter la gravité de ce qu'elle avait fait, mais pas si long que cela détruirait toute sa vie. L'exigence qu'elle reste à l'écart d'Ethan pendant 5 ans après sa libération était en fait plus importante pour moi que la peine de prison. Je devais savoir qu'il serait protégé pendant sa petite enfance, les années où il serait le plus vulnérable. Mais même avec la résolution juridique, j'avais du mal sur le plan émotionnel. J'ai commencé à voir une thérapeute, le Dr Rachel Kim, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vivais était une forme de deuil. Le deuil de la famille que je pensais avoir. Le deuil de l'enfance que je m'étais convaincue d'être normale. Le deuil des relations que j'espérais voir s'améliorer en devenant mère. Il est courant que les gens s'accrochent à l'espoir que la dynamique familiale changera à l'arrivée d'une nouvelle génération, a expliqué le docteur Kim lors d'une de nos séances. Vous pensiez probablement que devenir grand-parent éveillerait quelque chose de différent chez vos parents, quelque chose de plus attentionné et protecteur. Quand cela ne s'est pas produit, vous avez dû affronter la réalité de qui ils sont vraiment. Elle avait raison. Je m'étais convaincue que le favoritisme de mes parents envers Jessica n'était qu'une phase, quelque chose qu'ils dépasseraient une fois qu'ils me verraient comme une adulte réussie avec une famille à moi. J'avais pensé que tenir leur petit-fils leur ferait me voir différemment, m'apprécier différemment. Au lieu de cela, cela avait révélé que leur priorité n'avait pas changé du tout. Les sentiments de Jessica étaient toujours plus importants pour eux que mon bien-être, et maintenant apparemment plus importants que le bien-être de leur petit-fils aussi. Le docteur Kim m'a aidé à surmonter la culpabilité que je ressentais à l'idée de couper les ponts avec mes parents. Une partie de moi sentait que je devais essayer de maintenir une sorte de relation pour le bien d'Ethan, que le priver de ses grands-parents était en quelque sorte mal. Mais elle m'a aidé à comprendre que le protéger de personnes qui avaient prouvé qu'elles ne donneraient pas la priorité à sa sécurité n'était pas cruel. C'était être un bon parent. Les enfants ne bénéficient pas de relations avec des adultes qui les considèrent comme dispensables, m'a-t-elle dit. Ethan sera mieux avec moins de personnes dans sa vie qu'il aime et le protège vraiment qu'avec plus de personnes qui pourraient sacrifier son bien-être pour leur propre confort émotionnel. Cette perspective a été renforcée lorsque j'ai appris ce que mes parents racontaient aux gens sur la situation. Par le biais d'amis communs et de membres de la famille élargie, j'ai appris qu'ils prétendaient que j'avais surréagi à un accident et que j'éloignais leur petit-fils d'eux par dépit. Ils disaient aux gens que Jessica avait simplement perdu prise en tenant Ethan, et que je punissais toute la famille pour une seule erreur. Le fait qu'ils mentaient activement sur ce qui s'était passé, réécrivant l'histoire pour se donner une meilleure image, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur capacité à avoir véritablement appris quelque chose de l'expérience. Les personnes vraiment repentantes reconnaîtraient leur tort, et ne créeraient pas de faux récits pour éviter toute responsabilité. Tom m'a incroyablement soutenu pendant cette période, mais je voyais qu'il luttait aussi. Il n'avait jamais été particulièrement proche de ma famille, mais il avait essayé de nouer des relations avec eux pour moi. Les voir abandonner leur petit-fils quand il avait besoin de protection avait été aussi choquant pour lui que pour moi. Je n'arrête pas de penser à ce que mes parents auraient fait s'ils avaient été dans cette pièce, m'a-t-il dit un soir alors que nous regardions Ethan dormir dans son berceau. Ils auraient été là pour l'aider avant même que Jessica ait fini de le jeter. Ils auraient appelé le 911, exigé des réponses des médecins, fait tout leur possible pour s'assurer qu'il allait bien. Il avait raison.
Les parents de Tom, bien que non parfaits, n'avaient montré que de l'amour et de l'inquiétude pour Ethan dès qu'ils avaient appris ma grossesse. Quand nous leur avons raconté ce qui s'était passé à l'hôpital, la mère de Tom avait immédiatement réservé un vol pour venir nous aider. Elle avait passé une semaine à cuisiner, à aider avec la lessive et à tenir Ethan pour que Tom et moi puissions nous reposer. Le contraste entre leur réaction et celle de mes parents était frappant et douloureux. Cela m'a montré à quoi devait ressembler l'amour des grands-parents, ce qui a rendu l'absence de cet amour de la part de mes propres parents encore plus évidente. Alors qu'Ethan passait de nouveau-né à nourrisson, je me surprenais à le surveiller constamment pour tout signe que l'incident l'avait affecté. Les médecins nous avaient assuré qu'il était trop jeune pour conserver un souvenir de ce qui s'était passé, mais je m'inquiétais quand même. Était-il plus grognon que les autres bébés parce qu'il avait été traumatisé? Était-il moins confiant envers les nouvelles personnes à cause de ce qui lui était arrivé dans ses premières heures de vie? Le docteur Kim m'a assuré que ma vigilance était normale pour quelqu'un qui avait vécu un traumatisme, mais que je devais faire attention à ne pas laisser mon anxiété affecter ma façon d'élever Ethan. Il était un bébé tout à fait normal et en bonne santé qui se développait exactement comme il le devait. Les seules séquelles de ce qui s'était passé étaient sur moi, pas sur lui. C'était à la fois réconfortant et difficile. J'étais heureuse qu'Ethan n'ait pas été blessé de façon permanente, mais je luttais avec ma propre guérison émotionnelle. Je faisais des cauchemars sur ce moment où Jessica l'avait jeté. Je me réveillais en panique, convaincue de l'entendre pleurer, pour le trouver endormi paisiblement dans son berceau. Je me suis également retrouvée à être extrêmement protectrice envers lui de manière pas entièrement rationnelle. Je ne voulais pas le laisser à des babysitters, même celles en qui j'avais entièrement confiance. J'étais réticente à laisser d'autres personnes le tenir, me souvenant de la rapidité avec laquelle les choses avaient mal tourné quand Jessica l'avait tenu. Je savais que ses réactions n'étaient pas saines, mais je ne semblais pas pouvoir les contrôler. Le docteur Kim m'a aidé à travailler sur ses instincts protecteurs, m'aidant à distinguer entre la prudence raisonnable et l'anxiété due au traumatisme. Elle m'a rappelé que la grande majorité des gens qui tiendraient Ethan ne songeraient jamais à lui faire du mal, que les actions de Jessica étaient l'exception, pas la règle. Lentement, j'ai commencé à guérir. J'ai commencé à laisser Ethan avec les parents de Tom pour de courtes périodes. J'ai rejoint un groupe de soutien pour nouvelles mères où j'ai rencontré d'autres femmes qui naviguaient les défis de la parentalité précoce. Je ne leur ai pas parlé de ce qui s'était passé à l'hôpital. C'était trop lourd à partager avec des gens que je commençais à peine à connaître, mais être entouré d'autres mères était réconfortant. Les conséquences ont été, à certains égards, plus difficiles que l'incident lui-même. J'ai dû gérer non seulement le traumatisme de ce qui est arrivé à Ethan, mais aussi la prise de conscience de qui était vraiment ma famille. Ces personnes m'avaient élevé, avaient été présentes à chaque moment important de ma vie, et quand cela comptait le plus, elles avaient choisi de protéger quelqu'un qui avait tenté de nuire gravement à mon enfant. Tom et moi avons décidé de déménager à l'autre bout du pays. Son entreprise lui avait offert une promotion qui nécessitait un déménagement à leur bureau de Portland, en Oregon, et nous avons décidé de l'accepter. Nous voulions un nouveau départ, un endroit où nous pourrions élever Ethan sans les rappels constants de ce qui s'était passé, sans nous soucier de tomber sur Jessica à sa sortie de prison, sans le poids de la trahison de mes parents qui pesait sur nous. Le déménagement était compliqué avec un nouveau-né, mais l'entreprise de Tom a fourni une aide à la réinstallation et nous avons pu vendre notre maison rapidement. Quand Ethan a eu 6 mois, nous étions installés à Portland. Avant de déménager, j'ai écrit une lettre à mes parents. Je leur ai dit que je comprenais qu'ils aimaient Jessica, mais que leurs actions à l'hôpital m'avaient montré qu'ils n'aimaient pas assez Ethan ou moi pour nous protéger quand nous en avions le plus besoin. Je leur ai dit que voir leur réaction à la blessure de leur petit-fils avait été presque aussi traumatisant que l'incident lui-même. Et je leur ai dit que tant qu'ils ne pourraient pas reconnaître ce qu'ils avaient fait de mal et montrer un remords sincère pour avoir donné la priorité aux sentiments de Jessica plutôt qu'à la sécurité d'Ethan, nous n'aurions aucune relation. Je n'ai jamais eu de réponse à cette lettre. Par des amis communs, j'ai appris qu'ils avaient engagé un avocat pour explorer leurs options légales concernant le contact avec Ethan, mais on leur a conseillé que, compte tenu des circonstances et de l'affaire en cours avec les SPE, ils avaient très peu de motifs pour une action en justice. Nous sommes à Portland depuis 18 mois maintenant, et Ethan est un bambin heureux et en bonne santé qui vient d'avoir 2 ans. Il adore les livres, les camions et jouer sous la pluie.
Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé quand il avait 3 heures, et j'espère qu'il n'aura jamais à en connaître les détails. Tom et moi avons construit une belle vie ici, avec des amis qui sont devenus notre famille de cœur et une communauté qui nous soutient. Je me réveille encore parfois au milieu de la nuit en pensant à ce moment où Jessica l'a jeté. Je ressens encore parfois cette montée de rage protectrice quand je me souviens de mes parents la réconfortant pendant qu'ils gisaient sur le sol. Mais surtout, je me sens reconnaissante. Reconnaissante qu'Ethan ait survécu sans dommages durables. Reconnaissante d'avoir appris qui les gens étaient vraiment avant de perdre plus d'années à essayer de gagner leur amour. Et reconnaissante d'avoir eu la force de mettre la sécurité de mon fils au-dessus de tout le reste. Jessica a été libérée sur parole il y a 6 mois après avoir purgé 20 mois de sa peine de 3 ans. Grâce au système de notification des victimes, je sais qu'elle vit avec mes parents et travaille comme parajuriste dans un petit cabinet d'avocats de notre ancienne ville. Elle aurait dit aux gens que ce qui s'était passé était un malentendu et que j'avais surréagi en déménageant et en coupant les ponts. Mes parents auraient apparemment soutenu cette version, disant aux gens que je suis déraisonnable et que je les punis pour l'erreur de Jessica. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qu'ils ont dit. Et je sais que lorsque mon fils de 3 heures avait besoin de protection, ses propres grands-parents ont choisi de réconforter la personne qui l'avait blessé. Ce n'est pas un malentendu ou une erreur. C'est un manque fondamental de caractère moral que ne peut excuser aucun lien du sang. Ethan mérite mieux que des gens qui le regarderaient se faire du mal et qualifieraient cela de perte acceptable. Il mérite des grands-parents qui déplaceraient des montagnes pour le protéger, pas ceux qui le sacrifieraient pour protéger les sentiments de leur enfant préféré. Alors, nous lui avons construit une nouvelle famille. Les parents de Tom nous rendent visite régulièrement et parlent avec Ethan sur FaceTime chaque semaine. Nos voisins, Jim et Martha, sont devenus des grands-parents de substitution qui assistent à ses fêtes d'anniversaire et à ses événements scolaires. Nos amis de notre groupe de parentalité ont des enfants de l'âge d'Ethan, et nous avons créé le genre de réseau familial élargi qui met réellement le bien-être des enfants au premier plan. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque, si je pense que je me réconcilierai un jour avec eux. Et la réponse honnête est que les personnes qu'ils se sont avérées être ne me manquent pas. Les personnes que je pensais qu'ils étaient, les parents et la sœur que je croyais avoir, me manquent. Mais ces personnes n'ont apparemment jamais été réelles. Les personnes qui sont réelles sont celles qui, face au choix entre protéger un enfant et protéger les sentiments de quelqu'un, choisissent l'enfant à chaque fois. Ce sont ces personnes que je veux dans la vie d'Ethan. Ce sont ces personnes qui méritent le titre de famille. Quant à Jessica, j'ai appris par un vieil ami qu'elle est finalement tombée enceinte environ 8 mois après sa sortie de prison. Elle a eu une fille, et apparemment mes parents sont aux anges avec leur première petite fille. La façon dont ils ont effacé Ethan de leur histoire me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur si j'ai fait le bon choix en coupant les ponts. Mon fils n'est pas un prix de consolation ou un substitut. Il n'est pas moins précieux que les enfants théoriques de sa tante, et sa sécurité n'est pas négociable. Les personnes qui ne pouvaient pas comprendre cela n'ont pas leur place dans nos vies, quels que soient les liens du sang que nous pourrions partager. Ethan grandira en sachant qu'il est précieux, qu'il est protégé, et que les gens dans sa vie ont choisi d'être là parce qu'ils l'aiment, pas parce qu'ils doivent le tolérer. Il apprendra que la famille ne se résume pas aux liens du sang, mais aux personnes qui sont là pour vous quand cela compte le plus. Et peut-être qu'un jour, s'il pose des questions sur sa tante et ses grands-parents, je lui dirai la vérité, que parfois les gens vous montrent qui ils sont vraiment dans les moments de crise. Et quand ils le font, vous devriez les croire. Je lui dirai que choisir de s'entourer de personnes qui le célèbrent plutôt que de personnes qui le voient comme un inconvénient est l'une des compétences les plus importantes qu'il puisse acquérir. Pour l'instant, cependant, il est juste mon bambin heureux et en bonne santé qui fait les meilleurs câlins et me fait rire tous les jours. Il est la preuve vivante que parfois, les pires choses qui nous arrivent nous mènent exactement là où nous devons être. Et dans notre petite maison à Portland, entourée de gens qui nous aiment vraiment, c'est exactement là où nous appartenons. La vengeance, si on peut l'appeler ainsi, n'était rien que j'ai planifié ou orchestré. C'était simplement la conséquence naturelle de leur choix. Ils ont choisi de donner la priorité aux sentiments de Jessica plutôt qu'à la sécurité d'Ethan, et ils ont perdu l'accès à nous deux. Ils ont choisi de minimiser et de rejeter ce qui s'est passé, et ils ont perdu leur crédibilité auprès de tous ceux qui ont entendu la véritable histoire.
Ils ont choisi d'effacer Ethan de leur récit, et ils ont perdu l'opportunité de connaître la petite personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Parfois, la meilleure vengeance c'est simplement de bien vivre et de protéger ce qui compte le plus. Et c'est exactement ce que nous faisons.